invité aujourd'hui est Catherine Emlé-Périssol. Catherine, vous êtes médecin de formation et vous exercez la psychothérapie. Vous animez de nombreux ateliers de formation sur la maîtrise des émotions et le développement personnel. Vous êtes aussi à l'origine de la création de l'Institut de logique émotionnelle. Alors les émotions sont à l'origine de bien des questionnements, mais aussi de débordements, de crises, notamment chez les enfants. Et c'est justement pour vous entendre sur ces émotions chez l'enfant qui semblent à la fois plus fortes que lui, mais aussi parfois plus fortes que les parents qui s'en trouvent souvent débordés. Alors, chère Catherine, vous est-il possible de nous éclairer ? Alors c'est vrai que aussi en tant que médecin puis thérapeute, je me suis vraiment lancée dans cette aventure pour arriver à mieux connaître ce mouvement qu'on appelle effectivement les émotions, parce que les émotions c'est d'abord un mouvement dans la racine même du mot, et movere, émotion, c'est se mettre en mouvement. Et donc le mot même contient une intention absolument vitale. Et donc, ce qui m'a fait vraiment m'intéresser à ce processus qui a longtemps été, qui est encore souvent caché comme étant quelque chose, voilà, c'est un processus à gérer, il faut savoir se contrôler, se maîtriser, etc. Qui, évidemment, dans le rapport qu'on a avec nos enfants, est quand même très largement contre-productif. Et donc, un des éléments qui, moi, m'a vraiment invité à aller dans ce registre-là, c'est précisément d'avoir, parce que j'ai 4 enfants, et puis ce que je voyais dans les échanges que j'avais avec mes patients quand j'étais médecin généraliste, c'est que ce soit pendant une pathologie ou que ce soit un terrain émotionnel qui favorise une pathologie, évidemment que c'était de l'émotion dont il était question. Donc c'est ça vraiment qui m'a orientée. Et puis des rencontres aussi, notamment avec un grand professeur qui s'appelait Henri Laborie. On en a souvent parlé avec toi, Laurent. Et comment Laborie est venu nous proposer de comprendre que l'émotion, c'est d'abord un processus vivant et que nos comportements émotionnels sont des comportements d'origine biologique. Et pour moi, ça a été une véritable révolution que d'entendre que ce que j'abordais évidemment sur un modèle purement psychologique, et c'est ce que j'avais étudié à la fac, c'est comme ça que c'était présenté, la psychologie, etc., et l'émotion faisant partie de ce processus, eh bien, ce grand professeur a étudié toute sa vie comment nous sommes imprégnés de comportements et que les émotions sont d'origine biologique. Donc, ça a vraiment été un grand changement dans mon écoute pour essayer d'arriver à saisir comment l'émotion de l'enfant et l'émotion du parent disent quelque chose d'origine vitale, parce que la biologie, c'est un processus de vie. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment déjà le premier point, c'est-à-dire pour les parents, de réaliser que si l'enfant réagit comme il réagit, c'est parce qu'il est animé du plus profond de ses cellules et du plus profond de son existence, d'un élan vital, d'un besoin d'existence, et que c'est ça qui se raconte au travers de l'émotion. Alors, je comprends bien, pour l'avoir vécu, qu'un enfant qui se débat dans un supermarché en train de hurler et taper du pied, disons qu'il a une façon de se donner à vivre sa propre existence un peu bruyante, et que le parent ne sait en général plus où se mettre. Donc du coup, le parent est ému, l'enfant est ému, bref, tout le monde est ému et tout le monde y va de son commentaire comme quoi l'enfant est mal éduqué, etc., etc. C'est pas du tout de ça dont il s'agit. Et pour aider le parent et l'enfant, c'est toujours de démarrer à la racine de ce qui se joue, de vivant, de vital, que ce soit dans évidemment les grosses colères, mais c'est vrai aussi dans l'inquiétude, dans la peur, dans l'enfant qui est fatigué, éprouvé, et qui se replie sur lui-même, ou évidemment aussi dans la joie, dans l'excitation de la joie. Et donc, c'est d'arriver à se regarder, soi parent, et de regarder notre enfant et d'écouter le langage, parce que l'émotion est un langage. Donc, c'est vraiment un point clé qui peut nous permettre d'adopter une attitude plus accueillante, plus ouverte, j'allais dire plus curieuse en tant que parent,
à l'écoute du langage que l'enfant utilise pour dire quelque chose de sa propre existence. Donc, c'est peu considéré dans l'approche psychologique. On aborde rarement cette dimension existentielle, ce qui est très dommage parce que l'intention louable de gérer les émotions, de calmer l'enfant alors qu'il est en pleine crise, etc., tout ça est très louable, mais évidemment, nous faisons tous l'expérience que ça ne marche pas. Et donc, revenons à la racine même de ce que c'est l'émotion, revenons à une attention, à un mouvement de vie que l'enfant manifeste, et il ne le manifeste jamais pour rien. Il y a toujours une intention qui n'est pas uniquement destinée à l'environnement, c'est-à-dire une espèce d'appel au secours des parents. Non, il y a d'abord une intention chez l'enfant de manifester sa propre existence. Les parents sont là, mais l'idée des parents selon laquelle l'enfant me demande de l'aider, de l'aimer, de le cajoler, etc., c'est pas exactement ça que dit l'émotion de l'enfant. L'émotion de l'enfant dit j'existe. Et que souvent, avant même les mots pour dire, moi je sais que j'avais ma dernière fille, c'était un moment, j'allais dire, de pure poésie, mais en même temps de stupéfaction, où elle a pris sa fourchette et elle a tapé sur la table, elle devait avoir 4-5 ans, et en disant « mais j'existe quand même ». Ses frères prenaient la parole, ses parents répondaient, etc. Et elle était dans son coin, et donc c'est « j'existe quand même ». Et c'est ça, en fait, que dit l'émotion. Elle a trouvé des mots. Beaucoup d'enfants vont s'agiter sur leur chaise, faire le clown ou se renfrogner ou pleurer apparemment sans raison, mais c'est le même langage. D'accord ? C'est un langage un mouvement orienté du côté de je trouve pas d'autre moyen dans la situation pour me sentir vivant et existant et moi avec vous. Voilà. Et donc, ce point-là, quand les parents peuvent entendre que tout leur système nerveux, tout le système neuronal, toutes les cellules sont orientées du côté de la vie, les parents ont parfaitement le droit de trouver que la façon dont l'enfant s'y prend peut être, selon eux, complètement inadéquat. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Ça s'appelle l'éducation. Mais s'ils peuvent entendre effectivement qu'il y a une intention et que tout le cerveau, toutes les cellules sont orientées du côté de cette expression d'existence, la relation parent-enfant a déjà gravi une étape extrêmement importante où on cesse de vouloir faire en sorte que l'enfant soit calme et comprenne et soit sage au profit d'un enfant vivant qui va apprendre finalement grâce au modèle parental et grâce à l'échange avec le parent à trouver d'autres façons de s'exprimer, certes, mais n'empêche qu'il va bien falloir que cette énergie de l'enfant se manifeste et évidemment l'émotion a vocation à raconter, à manifester, à exprimer cet élan vital qui de toute façon est à la base, on va dire, de l'existence même de l'enfant. Donc ça, c'est vraiment un point important qui, moi je le vois quand j'accompagne des parents dans leurs difficultés avec leurs enfants. Pour un parent, entendre cette dimension-là, il y a quelque chose qui s'ouvre en disant « Ah ouais, d'accord, ok, donc c'est ça en fait qui me dit que je comprenais pas, mais c'est ça qui me raconte. Mais il y a d'autres moyens, oui, mais il y a celui-là d'abord. Quand l'enfant n'en trouve pas d'autres, c'est déjà considérer celui-là. Donc je pense que c'est vraiment précieux comme indication. En même temps, on va aussi se poser la question, mais qu'est-ce qui fait que cet élan vital, on va dire, se manifeste sous la forme des 4 grands, comment dirais-je, modèles émotionnels? Pourquoi ça se manifeste comme ça, sous ces formes-là? Et une émotion, on considère qu'il y a 4 grands types d'émotions, en tout cas 4 grandes catégories. Quelquefois, certains en mettent 6, mais il y a déjà 4 grandes, que sont la peur, c'est l'émotion racine, une émotion initiale.
la colère, la tristesse et la joie. D'autres ajoutent le dégoût, mais le dégoût est finalement assez proche de la colère. D'autres y mettent la surprise, qui est assez proche de la peur. Voilà, mais nous sommes vraiment dans un consensus pour considérer qu'il y a 4 grandes catégories de manifestations émotionnelles, que ce soit chez l'enfant ou que ce soit chez le parent, ça ne change rien, c'est comme ça que ça fonctionne. Et si c'est comme ça que ça fonctionne, ça c'est vraiment le grand cadeau que nous a fait Henri Laborie, c'est que chaque catégorie émotionnelle répond à un besoin. Et l'émotion, la peur, finalement, nous indique que si j'ai peur, c'est que je suis dans la situation présente ou dans la situation évoquée. Si j'ai peur, c'est que mon besoin de sécurité, je ne sais pas trop comment le satisfaire. Et donc, la peur dit quelque chose un besoin de sécurité et de vrai ou pas vrai, c'est pas le sujet, mais d'un danger. Et en plus de ça, dit aussi quelque chose de j'ai vraiment qu'une envie, c'est de fuir la situation. Et donc, il y a une sorte de, moi j'appelle ça un code émotionnel, dans lequel un enfant qui a peur ou un parent qui a peur, c'est un parent qui cherche à répondre à son besoin et à son désir de sécurité face à une situation ou dans une situation dans laquelle il lui semble ou il est convaincu de percevoir un danger et qu'il cherche absolument à se mettre en sécurité ou mettre l'enfant en sécurité et donc de fuir le danger. Et ce code émotionnel, il existe évidemment à tous les étages. Donc on a la peur, le danger, la sécurité, la fuite. Dans le registre de la colère, eh bien, la colère témoigne d'un sentiment de menace et d'agression, d'une envie de lutter, de se confronter à la situation, et à partir de là, comment dirais-je, de se battre, donc de lutter pour défendre ce qu'on pourrait appeler l'estime de soi, l'ego, c'est-à-dire c'est qui je suis dans cette situation. Et donc l'identité. Donc là aussi, il y a un code qui est si l'enfant lutte et si l'enfant se bat, c'est qu'il cherche à nourrir, à protéger, à faire exister son identité, son moi, qui je suis dans la relation, qu'il se sent menacé dans cette relation, et donc la colère va lui servir d'expression, d'exutoire, mais surtout de moyen de se faire entendre et de se donner une sorte d'assurance, de l'assurance du moi, de l'estime de moi dans la situation dans laquelle il vit. Et c'est très profond parce que même si pour les parents, ils sont convaincus que, enfin, on ne menace pas, pourquoi ici est en colère, c'est pas le sujet. L'enfant, c'est ce qu'il vit, c'est ce qu'il ressent. Donc, il y a une troisième tonalité d'émotion, c'est la tristesse. Donc, là aussi, la tristesse dit quelque chose d'un désir de sens, d'un besoin de compréhension, que ce besoin de compréhension, l'enfant dans la situation, il se sent mal privé de pouvoir donner du sens et comprendre la situation et y trouver son existence. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se replier sur lui-même et que ce repli sur lui-même témoigne d'une incompréhension, d'une absence de sens, du caractère même chaotique que comporte la situation. On l'a beaucoup vu au moment du Covid. Beaucoup d'enfants se sont repliés sur eux-mêmes parce qu'ils ne comprenaient pas. On parlait de guerre, mais il ne se passait rien. Donc, l'expérience pour beaucoup d'enfants de sensation de dépression, vraiment avec on reste chez nous, on bouge pas, quand on sort, il faut se masquer parce qu'il y a un danger quelque part, mais on ne sait pas où il est, quoi faire, comment, que les parents sont inquiets.
Pour un certain nombre d'enfants, le repli sur eux-mêmes a été un moyen de se mettre dans une bulle à la fois de protection et je vais partir dans mes rêves et je vais partir dans mon monde à moi, parce que le monde extérieur, j'y comprends rien. Et donc, l'émotion dit ça, elle parle de l'enfant dans la situation dans laquelle l'enfant est plongé, que ce soit à la maison, à l'école ou dans une société qui a été quand même extrêmement déstabilisée à cette époque-là et qui continue à l'être pour des tas d'autres raisons. Pareil pour l'environnement, pareil, c'est évidemment le quatrième grande catégorie, tonalité de l'émotion, c'est la joie. Donc la joie, c'est un principe de récompense, c'est un principe d'opportunité. Ça va du côté beaucoup plus de l'exaltation, c'est-à-dire quelque chose qui est expansif, autant dans le repli sur soi, la tristesse, tout ça est involué à l'intérieur, autant dans la joie, il y a une externalisation, il y a des cris de joie, il y a des manifestations de plaisir. Et donc là aussi, on est dans le même registre, mais beaucoup plus du côté de l'opportunité de déployer son élan vital. Autant dans la dépression et dans le repli, on est dans oh là là, je mets tout ça à l'intérieur, je me replie dans ma coquille. Autant la joie, c'est exactement l'inverse, je fais exploser la coquille et donc je suis dans une expansion de vitalité. Donc on voit bien que les 4 tonalités, que ce soit la peur, la colère, la tristesse et la joie, disent quelque chose d'un rapport avec la matière, avec la réalité. C'est soit je cherche à fuir, soit je vais lutter et chercher à contrôler, soit je me replie, soit j'explose. Et donc, il y a quelque chose de très, très corporel dans l'émotion. C'est plein de sensorialité, c'est plein de sensibilité. Qu'elle soit hyper, hypo, c'est pas le sujet. Il y a véritablement un enfant qui éprouve, qui est éprouvé, qui est traversé par des manifestations comme ça de mouvements dits émotionnels. Et donc, le parent est invité, évidemment, c'est là où peut se jouer l'essentiel de la qualité relationnelle. Le parent, il n'est pas invité à contrôler ça. Le parent, il est invité à être présent avec l'enfant qui est traversé par cette émotion, par cette émotivité. Et donc, le parent, lui, qui évidemment va rentrer en écho avec cette inquiétude ou avec même ces crises d'angoisse, de panique, de pleurs, etc., le parent, la première chose qu'il a à faire, évidemment, dans son rapport avec l'enfant, c'est de pouvoir, du mieux possible, se mettre à l'écoute de ce qui se joue là. Il ne s'agit pas immédiatement de jouer le rôle de sauveur, mais il s'agit d'aider l'enfant à se laisser traverser par l'émotion pour entendre le désir de sécurité, le désir d'estime de lui-même, le désir de sens, le désir de joie et de plaisir qu'elle a à tout enfant. Et donc, c'est comme ça que l'enfant va se découvrir lui-même et va se révéler à lui-même, parce que c'est cette révélation qui va l'aider à entrer en rapport avec les autres et surtout, puisque ce sont des enfants, va l'aider à rentrer en rapport avec ses apprentissages. Et ça, c'est un point clé. Moi, je viens d'une famille d'enseignants. Ma mère était professeure de lettres, une sœur est professeure de lettres. Voilà, donc je suis très, comment dirais-je, attentionnée à ce métier absolument merveilleux, hein, moi je le trouve merveilleux. Et j'ai toujours écouté, et surtout une de mes sœurs qui est vraiment très, comment dirais-je, familiarisée avec la remédiation à la pensée, à l'écrit, à l'apprentissage, à considérer qu'il n'y a pas d'enfant qui ne veuille pas apprendre. Et j'aime beaucoup être dans cette attention-là. C'est de la même manière qu'il n'y a pas un enfant qui n'a pas envie d'être heureux, qu'il n'y a pas un enfant qui n'aspire pas à se développer, se déployer et donc apprendre.
pas simplement apprendre ses leçons à bien faire, mais apprendre, découvrir le monde, découvrir les formes, découvrir en les touchant. Et je pense que quel que soit l'âge, pour un parent qui voit son enfant en difficulté, de la même manière que s'il est ému, c'est qu'il cherche un chemin pour se développer et trouver sa sécurité, du sens et sa place dans le monde. De la même manière, l'apprentissage fait partie évidemment des voies avec lesquelles et grâce auxquelles l'enfant va accéder justement à cette sécurité intérieure qui est de ah ça y est j'ai compris. Il me semble qu'il n'y a rien de plus, moi je le vois en entretien avec mes patients adultes, mais quand un patient réalise que ça y est, j'ai compris ce qui fait que je vis ce que je vis, ou découvre que si son enfant a réagi ou réagit comme il réagit, ah ouais d'accord, donc il cherche sa sécurité intérieure. Et quelquefois les gens disent, mais je passe mon temps à le rassurer. Et moi j'entends l'enfant qui dit, plus maman me rassure, plus ça vérifie qu'il y a du danger, parce qu'elle passerait pas son temps à me rassurer s'il n'y avait pas du danger. Et donc, il y a des contresens comme ça qui sont extrêmement fréquents, ou un parent qui dit « mais si, tu es formidable ». Et c'est papa qui le dit, c'est maman qui le dit, mais ça ne parle pas à l'enfant. Tant que l'enfant n'est pas allé regarder en quoi, qu'est-ce que je fais qui a un caractère formidable, qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je donne à voir, qui peut être qualifié de formidable. L'enfant n'est pas dupe. Il sait très bien que ce n'est pas lui qui est formidable, mais quelque chose qui passe de lui et qui est donné aux autres, qui peut être qualifié de formidable, ça lui parle. Mais dire à un enfant, tu es formidable, en français, ce verbe être, il est, le terme n'est pas très élégant, mais il est assez piégeux. L'identité, une identité, c'est pas formidable. C'est ce que l'enfant, avec son potentiel, ce qu'il crée, ce qu'il donne, ce qu'il transmet, oui, peut être qualifié de intéressant, formidable, etc. Mais coller cette étiquette ultra positive, je suis assez vigilante par rapport à l'éducation positive. Je reconnais, je suis très vigilante parce que c'est enfermer l'enfant aussi dans une positivité à laquelle l'enfant cherche toujours à répondre. Il faudrait toujours que tout soit positif. C'est pas si simple que ça. Ça l'enferme plus qu'autre chose dans une image finalement très stéréotypée et très dogmatique. En revanche, outiller l'enfant, et c'est là vraiment un point où il me semble que les parents ont un rôle mais absolument majeur, qui est outiller l'enfant avec ce qu'il a déjà. C'est lui donner la possibilité d'explorer. Quand un enfant fait un dessin et qu'il fait, je sais n'importe quoi, une lune carrée, voilà, et que la plupart des parents vont dire, une lune carrée, ça n'existe pas. Si tu regardes le ciel, elle est ronde. Oui, mais il fait une lune carrée. Et donc, c'est qu'est-ce que tu as vu de la lune? C'est la lune, oui, c'est la lune. Et elle est carrée, elle est carrée. Et qu'est-ce que tu as vu déjà qui te fait dessiner ta lune carrée? Est-ce que tu l'as vue dans un livre? Est-ce que tu l'as vue dans le ciel? Est-ce que tu aimerais bien qu'elle soit carrée? Elle est plutôt blanche, oui, elle est blanche. Mais là, tu l'as fait, je sais pas, rose. Bah oui. Et tu l'as déjà vue rose? Bah, j'aimerais bien qu'elle soit rose. Donc, c'est d'aller comme ça à la pêche, si je puis dire, dans l'écoute de l'enfant, non pas pour évaluer si son dessin est beau ou pas, pas grand intérêt, mais qu'est-ce qui de lui, qu'est-ce qui lui est venu de lui qui fait que il est allé dessiner ce qu'il a dessiné comme il l'a dessiné. Et là, le parent est plus proche de l'enfant que s'il évalue ce qu'il fait comme des notes
Et autant il y a du sens à donner des notes en classe parce qu'il y a une évaluation, alors après on peut trouver des systèmes, en tout cas ça a du sens, autant dans la vie à la maison, plus le parent outille l'enfant de ce qui lui appartient en propre, plus ça rassure l'enfant, donc plus il se sent en sécurité, plus il se sent identifié, parce qu'il peut repérer ce qu'il a en lui et que du coup, c'est ça qui est source de confiance pour l'enfant. C'est plus l'entourage, plus les parents, évidemment, c'est eux qui sont les premiers sur ce sujet, plus les parents restituent à l'enfant ce qui appartient à l'enfant tel que l'enfant le manifeste, l'exprime, le donne, plus il aide l'enfant, plus il l'accompagne dans son propre développement. Et donc, du coup, la peur ou la violence, etc., sera moins utile. Donc, il n'y a pas à, comment dirais-je, à gérer les émotions, mais beaucoup plus à l'accompagner dans ce qu'il porte et à partir de là, de pouvoir dialoguer avec lui dans sa propre évolution et la peur, la colère, la tristesse vont être non pas disparaître, parce que ça c'est juste impossible, c'est vital et donc ça disparaîtra jamais, mais utilisé d'une façon, on va dire, plus saine et plus adaptée à la situation. Alors, la notion de cadre, j'ai toujours préféré parler de structure plutôt que cadre. Le cadre a quelque chose qui est, c'est autour, on va dire, de l'œuvre, si on prend d'un tableau. La structure, c'est précisément ce qui, comme une architecture, ce qui permet à l'enfant de tenir, donc de s'élever, au sens du noble du terme, de s'élever et de découvrir sa mobilité, sa souplesse. Voilà. Et parler de structure, plus que de cadre, c'est effectivement de témoigner en tant que parent le fait qu'il y a une façon de se tenir qui est préférable à d'autres. Et elle est préférable, donc c'est elle qui est à utiliser, parce que les effets de cette tenue vont permettre à l'enfant de regarder en face la situation, de se poser des questions, d'aborder des difficultés, de jouer, etc. Mais parce qu'il découvre ce que c'est que se tenir. Alors que le cadre ne peut être intéressant éventuellement si on le prend, mais à ce moment-là, moi, je n'utilise pas non plus le mot cadre, j'utilise le côté enveloppant. C'est-à-dire qu'il y a des situations dans lesquelles, quand l'enfant se sent vraiment démuni et que les situations sont très complexes, le fait de l'envelopper, c'est-à-dire de lui donner c'est pas un cadre, mais vraiment une enveloppe dans laquelle l'enfant va pouvoir se sentir rassuré du fait que quelqu'un est là pour lui, prend soin, le voit, lui donne la possibilité d'exister, protégé par cette enveloppe. Voilà, donc ça correspond effectivement à des situations différentes, à des âges différents, mais j'ai envie de dire, je sais pas moi, un grand adolescent de 18-20 ans qui a un gros chagrin d'amour, ça existe, qui n'est pas passé par là. Le fait pour le parent, non pas de lui faire une leçon du style, bah, tu sais, tout le monde est passé par là, etc. Franchement, c'est pas. Mais le fait de l'envelopper, c'est-à-dire de dire, je viens, je suis là, on va se faire un bon petit dîner, raconte-moi, je t'écoute, tu as du chagrin. Là, il y a effectivement enveloppement. Et dans cette, donc c'est évidemment ces premiers temps, c'est ça. Et plus tard, évidemment, je pense à des enfants plus petits. Et les enfants plus petits, on les enveloppe plus volontiers. Hein. Mais c'est important que cette enveloppe soit réservée à des situations dans lesquelles l'enfant est démuni dans un énorme bouillon de chagrin
ou dans un doute complètement existentiel sur sa propre valeur, oui, là, l'enveloppement, c'est important. En revanche, la tenue, la structure, qu'on appelait à une époque le rapport à la loi, est évidemment aussi important en dehors des situations dans lesquelles l'enveloppement est nécessaire. Et donc, le rappel à l'ordre, ce qu'on appelait à une époque le rappel à l'ordre, c'était une certaine harmonie, où, par définition, tout être tend à répondre à une certaine harmonie qu'on appelle volontiers le sens. Eh bien, le rappel à l'harmonie, le rappel au sens, le rappel à l'ordre, le rappel à c'est comme ça. Oui, mais pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est comme ça. Et donc, c'est pas tant un cadre que de rappeler effectivement une forme de loi qui est la loi que les êtres vivants se donnent pour vivre ensemble et pour apprendre. Et donc, il me semble que l'usage du mot cadre, je me demande quelquefois si ça ne vient pas plus répondre aux représentations parentales qu'aux véritables besoins de l'enfant. Voilà, je mets un cadre et donc tu es prié de ne pas dépasser du cadre. Sauf qu'il y a plein d'enfants qui, à l'intérieur du cadre, vont se sentir à l'étroit, ils vont avoir qu'une idée, c'est d'en sortir, et trouver leur liberté en dehors du cadre, que d'autres vont prendre un malin plaisir à se heurter à celui qui cherche à poser le cadre, parce que c'est une façon de s'identifier et de se sentir fort. D'autres qui vont chercher désespérément pourquoi le cadre est comme ça et pourquoi il n'est pas autrement. Et donc, ça va cogiter, cogiter, cogiter. Il y a rarement beaucoup de joie, en tout cas. À l'intérieur du cadre, pourquoi pas, hein, si on fait des choses ensemble. Mais quand même, il me semble que quand le parent incarne véritablement une posture de règle, c'est comme les règles, les enfants, ils apprennent tous à jouer, je sais pas, au jeu de loi avec des règles. Pourquoi les règles sont comme ça? Ben, elles sont comme ça, on commence déjà à jouer avec. Et donc, l'apprendre et conserver ce langage de règles, des règles avec lesquelles il est possible d'être ensemble et de vivre ensemble, rappeler ces règles-là, c'est comme de rappeler les règles du jeu JEU. Là, on est dans les règles du jeu, où comme il y a plusieurs jeux, eh ben, on trouve des règles pour pouvoir vivre ensemble avec tous ces jeux qui sont là, chacun avec leur propre désir d'existence. Voilà, donc je suis assez vigilante sur l'usage du cadre, mais très claire sur l'usage de la droiture, d'une forme de droiture, comme une colonne vertébrale, c'est à la fois souple et à la fois solide. Et ça peut donner confiance aux enfants au sens où il y a quelqu'un qui tient. Voilà, donc c'est ce que je dirais volontiers sur cette notion d'éducation. Et l'éducation, dans sa racine, hein, ça vient de dux, donc c'est conduire. Et donc l'éducation, c'est l'apprentissage de comment se conduire. Pas simplement conduire les autres, mais comment me conduire dans telle situation. Et c'est intéressant d'utiliser effectivement avec l'enfant, même de le questionner sur comment penses-tu te conduire dans telle circonstance. Ce qui fait que tout d'un coup, l'enfant n'est plus j'espère qu'il va bien se conduire, mais allons-y, parlons-en. Comment est-ce que tu vas, quand il a 6, 7 ans, 8 ans, etc., il est tout à fait capable d'entendre, tiens, on me demande à moi comment je vais me conduire dans une situation qui est là, que ce soit d'aller en classe, je sais pas, un mariage, je ne sais où. Comment est-ce que tu comptes t'y prendre pour te conduire? Et ce qui développe chez l'enfant un sens évidemment de responsabilité et en même temps de considération, c'est-à-dire que l'adulte me demande à moi comment je pense me conduire, plutôt que d'être top-down, c'est-à-dire c'est le parent me dit comment je dois me conduire. Là, il m'interpelle, il me demande et donc du coup, je suis bien obligée d'activer mes neurones pour me poser la question de comment je vais me conduire. Et que plus c'est utilisé tôt dans la vie de l'enfant, de la part du parent, plus le parent pose les bases d'un dialogue et d'un échange
grâce auquel il est possible de se rencontrer et de fabriquer ensemble de la relation et des relations qui sont pas toujours faciles, mais en tout cas des vraies relations. Alors, ce qui fait qu'il perdure, c'est qu'il est structurellement présent dans des noyaux du cerveau, et donc c'est pas en option. Le système émotionnel fait partie intégrante de notre système nerveux. Aujourd'hui, on en connaît de mieux en mieux comment dirais-je, les faisceaux, les noyaux, etc. Donc, nous ne pouvons pas ne pas être ému, et donc même si c'est les grandes émotions, les petites émotions, quelqu'un qui dit moi j'ai pas d'émotion, ça n'existe pas. C'est juste que la personne n'a pas conscience d'y accéder et comment elle se manifeste, mais nous sommes émotifs par nature et par culture. Le deuxième point, c'est le côté mystérieux, c'est l'enfant naît parce qu'il a déjà passé du temps pour se construire, pour s'incarner. L'enfant naît très souvent avec une tonalité émotionnelle qui lui est singulière. Plutôt du registre de l'inquiétude, plutôt du registre d'une vulnérabilité avec des pleurs, plutôt du registre de type batailleur, plutôt du registre joyeux, etc. Donc, l'enfant naît le plus souvent avec cette tonalité. Et qu'est-ce qui fait, et que même si les parents disent, tiens, ben, il est comme son grand-père, sa grand-mère, ça... Voilà. C'est là où il y a le côté un peu mystérieux. Et qu'est-ce qui fait que l'enfant naît plutôt avec cette tonalité reste un petit peu mystérieux. Après, c'est avec cette tonalité, il arrive dans un environnement. Et donc, dans cet environnement, cette tonalité peut être s'épanouir et donner toute sa, comment dirais-je, sa puissance, peut aussi être restreinte au sens de, je ne sais pas, chez les Dupont, on pleure pas. Et donc, c'est difficile d'arriver à exprimer ce caractère plus sensible parce que chez les Dupont, on ne peut pas pleurer, et donc du coup, c'est compliqué. Et puis, chez les Durand, il faut se battre parce que si on n'arrive pas avec les genoux couronnés, ça veut dire qu'on n'est pas, un garçon. Voilà, des choses comme ça. Donc, l'environnement va inévitablement favoriser une certaine culture ou une contre-culture de la tonalité avec laquelle l'enfant arrive au monde, on va dire, le plus souvent. Et là aussi, il y a quelque chose qui échappe au contrôle parental, qui est la façon dont l'enfant va s'auto-limiter ou au contraire renforcer encore plus. C'est-à-dire, si l'enfant va s'adapter à ce qu'il voit qu'on lui demande parce que du coup, ses parents sont plus satisfaits, etc. Et donc, il va beaucoup s'adapter dans ce registre qui lui est demandé, ou bien il va au contraire, par tous les moyens, faire complètement le contraire de ce qu'on lui demande. Et à ce moment-là, il va rentrer en résistance, voire en contre-champ par rapport à ce qui lui est demandé. Là aussi, c'est qu'est-ce que va faire l'enfant? Ça reste quand même très largement un mystère. Il y a une très jolie phrase de Marie Balmary qui disait quand mon patient rentre dans mon bureau, c'est un inconnu. Quand il en sort, c'est un mystère. Voilà. C'est qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai accompagné, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, et le voilà. L'enfant, c'est à peu près pareil. L'enfant, quand il arrive, c'est quand même un peu un inconnu. Et on voit bien, tout le monde se penche. Mais au fur et à mesure, il grandit. Ce qui est merveilleux, c'est que précisément, il se développe d'une façon un peu mystérieuse. Et l'idée selon laquelle, pour les parents, c'est, il fait comme, il est comme son père. C'est très souvent une parole de parents contents, fiers, parce qu'ils retrouvent des éléments
chez son enfant de sa propre éducation, de sa propre sensibilité ou de sa propre émotivité. Par où est passé l'enfant pour développer ça? C'est quand même assez mystérieux. Et alors là, vraiment, je parle de mon regard sur le développement de l'enfant. Ça ne cesse de m'émerveiller de voir comment, alors déjà mes propres enfants et mes petits-enfants, mais de m'émerveiller de les voir effectivement déployer cette part assez mystérieuse qui fait qu'ils savent à la fois puiser dans ce qui leur est donné, le transformer, faire le tri, ça je prends pas, ça je prends, ça je prends pas, ça je prends, etc. Et donc l'enfant, au nom de sa propre vitalité, de son propre déploiement, va incontestablement faire un tri dans ce qui lui est donné. Avec certains comportements, il va être complètement en mimétisme, et donc il va saisir, il va s'approprier jusqu'à incarner vraiment ce qu'il aura appris de ce qu'on lui a donné. Et pour d'autres, c'est ah non, mais ça je prends pas, alors que le frère ou la sœur à côté va au contraire s'approprier ce que l'autre a rejeté. Donc il y a un côté mystérieux, et je pense que c'est très important pour l'adulte et le parent de rester dans cette ouverture, voire dans cet étonnement des chemins que l'enfant emprunte pour se développer. Je parlais tout à l'heure pour apprendre, mais pour développer sa personnalité, pour développer, et donc de s'intéresser beaucoup plus au comment l'enfant s'y prend, en tant que parent, de s'intéresser à comment il s'y prend. Et par exemple, mais avant il faut qu'il sache sa poésie par cœur, c'est comment est-ce qu'il s'y prend pour l'apprendre. C'est un vrai sujet à écouter, à regarder. Est-ce qu'il l'apprend en bougeant? Est-ce qu'il l'apprend en fermant les yeux? Est-ce qu'il l'apprend raide comme un piquet? Est-ce qu'il l'apprend? Mais déjà, s'il est possible de regarder ça avec l'enfant plutôt que de se limiter à il faut qu'il le sache pour avoir une bonne note, ce qui est aussi important, mais en plus du reste, c'est le rôle de parent, c'est quand même de restituer, d'abord d'observer, puis de restituer à l'enfant comment il s'y prend. C'est ça les outils dont je parlais tout à l'heure, ce sont les outils de l'enfant. Et donc, ils appartiennent à l'enfant. Et comme la vie d'un enfant s'est bourrée d'expériences du matin au soir, il me semble que les parents ont l'embarras du choix pour regarder comment l'enfant expérimente des situations que la vie lui donne à expérimenter. Il me semble que plus le parent restitue, il y a l'écoute, l'observation, et puis il y a la restitution. C'est je vois que tu apprends mieux en marchant. Est-ce que tu veux qu'on marche pour apprendre la récitation? Donc, il y a bien quand même toujours la nécessité pour être impliqué dans les apprentissages qu'il apprenne sa récitation. C'est pas en option. Et ça, c'est vraiment important. Donc, comme c'est pas une option, on peut regarder comment l'enfant s'y prend, décider de l'accompagner dans ce bout de chemin-là, et en gardant évidemment à l'esprit que le résultat à obtenir, c'est qu'il sache sa récitation. Comment il y parvient, c'est ce dont il est possible de discuter. Mais il n'est pas possible de discuter de la nécessité d'apprendre la récitation. Voilà. Et donc ça, c'est la loi, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. C'est l'ordre, c'est ça, c'est connaître sa récitation. Après, il y a le mouvement et les compétences que l'enfant met à l'œuvre pour acquérir comment dirais-je, la connaissance de sa récitation à partir de son propre registre, de son intime, de son, comment dire, on pourrait dire sa personnalité. Moi, j'aime bien utiliser le terme du moi, qui je suis moi, apprenant cette respiration, apprenant cette récitation, et donc désirant la connaître. Et donc, oui, c'est pas suffisant de regarder, je te remercie de ta question, et il y a aussi à répondre à une
comment dirais-je, une loi commune c'est ce qu'on m'a demandé. On m'a demandé de l'apprendre. On m'a jamais dit que je devais l'apprendre de telle ou telle façon. Et donc, c'est là qu'est la liberté. La liberté, elle est de comment je l'apprends. Du côté de la connaître, là, il n'y a pas de liberté. Il faut être sûr que je la connais. La liberté, elle est du côté du comment je m'y prends. Et l'enfant, il fait très, très vite la distinction. C'est vivable pour lui, vivable pour l'environnement. Quand même, c'est extrêmement important aussi. On vit en société où l'émotion cesse d'être un problème, où l'émotion devient finalement la solution. C'est un enfant qui anticipe le pire quand il va rentrer en classe parce que je sais pas quoi, parce que il n'a pas beaucoup de copains, parce que la maîtresse est un peu je sais pas, un peu stricte ou je ne sais quoi. Donc là, il a peur, il raconte, donc il a mal au ventre, il appelle son parent, il l'appelle 10 fois de suite parce qu'il n'arrive pas à dormir. Enfin, tous les parents à peu près ont connu ce type de situation. C'est si la peur est vue comme un passage est vu comme une solution plutôt qu'un problème, de type arrête d'avoir peur, là, il n'y a aucune raison que tu aies peur, etc. Je suis là, comme si le parent est là à la rentrée scolaire. La peur qui est vue comme une solution, c'est exactement l'inverse. C'est grâce à ta peur, à ce langage de peur, qu'est-ce que ça te permet de voir? Ça me permet de voir que quand je vais arriver en classe, les copains, ils vont me tourner le dos. OK. Donc déjà, tu peux anticiper et imaginer, parce que c'est ce que tu es en train de faire, tu imagines que les copains te tournent le dos. Super, oui, ils vont te tourner le dos. OK, tu fais quoi? Si te tournent le dos, tu fais quoi? Et donc, la peur qui fait anticiper, y compris le pire, peut être aussi dans le dialogue parent-enfant, une occasion pour le parent d'entendre non seulement un discours d'inquiétude ou un discours de danger potentiel ou les autres m'ignorent, etc., mais peut aider l'adulte peut aider l'enfant à élaborer mais qu'est-ce que je peux faire dans cette situation? Autrement dit, je n'imagine pas le pire pour rien, je l'imagine à partir du moment où ça peut m'aider à faire face. Sinon, la science n'aurait aucune valeur au sens, j'allais dire, pédagogique du terme. C'est parce que j'ai peur que du coup, je vois que j'anticipe un certain nombre de choses. Donc, je pourrais ne pas anticiper, mais si je les anticipe sous cette forme-là, ça a de la valeur. Et donc, allons regarder. Et là, le parent a évidemment un rôle à jouer. Alors, je reconnais que ça prend un peu de temps. Il ne s'agit pas d'être le thérapeute de son enfant, ça n'aurait aucun sens parce qu'un thérapeute, c'est pas ce qu'il fait. Mais il s'agit de se mettre à l'écoute et d'entendre que le discours de l'enfant dans sa dramatisation, si c'est le cas, dit quelque chose un peu comme je préfère préparer le pire, comme ça au moins quand j'arrive, je suis prêt, puisque je me suis préparé au pire. Voilà. C'est sur le moment, ça permet déjà à l'enfant de donner de la valeur à ce qu'il éprouve. Parce que sinon, on rentre dans un cercle vicieux qui est j'ai peur, on me dit que j'ai pas de raison d'avoir peur, mais j'ai quand même peur. Donc ça veut dire que je suis un trouillard, ça veut dire que je suis un peu heureux, je suis nul, et l'enfant rentre comme ça dans une spirale infernale du fait du mauvais rapport qu'il a avec sa peur. C'est pour ça que je suis tellement insistante pour donner à entendre que les émotions de peur, colère, tristesse, même la joie, ne sont pas des problèmes à traiter. Ils révèlent, à travers un certain type de langage, le désir d'existence, l'envie d'exister, l'envie d'être un petit bonhomme, une petite bonne femme qui grandit et qui évolue et qui aspire vraiment à se développer. Et donc, et ça peut passer par des grands moments émotionnels
quelquefois qui nous semblent un peu déconnectés de la réalité, tellement ça devient un drame, alors qu'à nous, ça ne nous semble pas si dramatique que ça. Mais pour l'enfant, ce qu'il ressent est véritablement vrai pour lui. Et donc, nous n'avons pas, en tant que parents, à douter de cette véracité du ressenti. Après, il peut raconter des tas de choses, mais le ressenti, de toute façon, est vrai. Et donc, c'est fiable. Donc, écoutons-le, non pas pour dire, oh là là, mon pauvre petit chou, c'est terrible l'école, je ne veux pas lui rendre service, mais l'école, c'est un incontournable, ça fait partie, pareil, de la loi. Et donc, ce qui est libre, c'est comment tu t'y prends. C'est un enfant qui ça me rappelle de bons souvenirs, un enfant, c'est pas le mien, mais un enfant qui disait, tout d'un coup, il parlait comme ça, il était à table et il disait, c'est vrai que ce serait mieux que j'aille jouer avec des enfants qui ont envie de jouer. Et je me souviens, je l'avais regardé, je dis oui, c'est une très très bonne idée. Mais pour lui, c'était, je pense que ce qu'il nous donnait à entendre, c'est qu'il passait son temps à avoir envie de jouer avec des garçons qui le rejetaient, mais chez lesquels il allait chercher quand même une appartenance. Puis tout d'un coup, ce serait mieux d'aller jouer avec des garçons qui ont envie de jouer. Bah oui, en fait. Et donc, elle est là, la liberté de mouvement. D'accord? Tant que je vais rencontrer ceux qui n'ont pas envie de jouer avec moi, je ne fais que vérifier que je suis rejetée. Et inviter l'enfant à l'éprouver dans sa sensorialité, y compris dans le malaise que ça peut générer, hein, mais à l'éprouver, c'est-à-dire que le corps ne ment pas, le corps dit vrai, qu'il y a quelque chose qui est éprouvé, et quand le parent peut, y compris même quelquefois, partager sa propre sensorialité, on est vraiment dans du gagnant-gagnant.